Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube, c'est DMG TV, Histoire Mystique Exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire qui a été racontée par un sage du royaume Bassa. Donc ce sage a été approché par une maman en détresse spirituelle. Et qu'est-ce que la maman raconte? Elle dit qu'elle appartient à une église de réveil, une église du réveil. Alors, dans cette église-là, sous les directives du prophète de la dite église, elle avait rejoint un groupe de prière. Tout se passait bien jusqu'au jour où elle se rend compte que le responsable de ce groupe de prière, un papa âgé de plus de 45 ans, draguait sa fille qui était dans la vingtaine. Bien sûr, la maman n'a pas supporté, elle est allée exprimer son courroux au prophète, lui disant qu'elle n'était pas du tout d'accord, elle était là pour la religion, pour la foi et tout ça, mais pas question qu'on drague sa fille ou bien les histoires de mariage et tout ça dans l'église. Elle se rend bien sûr compte que le prophète est un peu fâché par ce qu'elle a dit, peut-être qu'il aurait voulu un mariage ou un truc comme ça. En tout cas, bon, il avait compris il avait compris son message. À la fin de la conversation, il demande à la maman, ok, bon, comme ils allaient se séparer, je vais prier pour vous, et il demande d'imposer les mains sur sa tête. Ce que la maman accepte bien sûr parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais cette maman dit que ce jour-là, cette imposition de main-là avait quelque chose de différent parce que elle s'était sentie aussitôt habitée par quelque chose. Elle n'était plus seule dans son corps en fait. Donc quelque chose l'avait possédée. Et effectivement, les semaines passent, elle est de plus en plus anxieuse, elle sent vraiment qu'elle n'est plus seule dans son corps, au point où même dans la maison, il y a des manifestations. Sa fille l'amène un peu partout pour chercher de l'aide. Et plus le temps passe, plus la maman commençait déjà à réagir avant des crises, carrément un peu des crises comme les gens possédés ont des crises là, au point de vouloir se déshabiller ou de se déshabiller, des trucs comme ça, ça devient vraiment grave. Et alors c'est pour cette raison que la maman, voyant souvent ce sage du royaume Bassa à la télévision, elle s'est approchée de lui pour lui parler, pour dévoiler ce qui se passait. Et effectivement, le monsieur dit, pendant qu'elle était en train de parler, elle a eu une crise. Et lui, bien sûr, il est quand même assis spirituellement. Il a confirmé le fait que non, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose dans elle. Et il a pu maîtriser ça et il va continuer à l'aider. Donc maintenant, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'étais en train de suivre une conférence œcuménique. En fait, la famille, une conférence œcuménique, c'est une conférence à laquelle assistent les différents membres des différents clergés, des différentes croyances, en fait. Ils s'asseyent généralement pour discuter sur l'évolution de la spiritualité dans le monde et tous ces trucs-là. Et pendant ce truc-là, il y avait un pasteur qui avait attiré l'attention sur le fait que depuis un certain temps, ils avaient de plus en plus de problèmes avec des gens qui venaient et qui avaient été possédés par des démons lors des impositions de main. Donc, il a tiré l'attention sur le fait que faites attention, ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Ne laissez pas n'importe qui, parce que là, vous ouvrez et physiquement et spirituellement à des trucs que cette personne peut faire. Surtout, on ne connaît jamais l'identité spirituelle d'une personne comme ça. Il faut du temps, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir se rendre compte que bon, tu peux faire confiance spirituellement à quelqu'un ou pas. Alors ce monsieur, et j'étais curieux, je suis un peu allé chercher dans Google si la Bible en parle, et effectivement, il y a par exemple dans 1 Timothée, c'est 22,
où il est écrit que les gens, par exemple, qui imposent les mains devaient faire attention, ne devaient pas se précipiter à imposer les mains sur quelqu'un. Donc, vous vous rendez compte que celui qui impose la main aussi peut aussi être en danger s'il impose la main sur quelqu'un qui est spirituellement maléfique et tout ça. La personne peut lui faire quelque chose. Lui, il pose la main sur quelqu'un croyant qu'il est en train de prier et tout ça, mais cette personne est en train de lui faire quelque chose en retour. Vous comprenez? Donc, non seulement la personne à qui on impose la main, même la personne qui fait l'imposition peut aussi peut être en danger. Donc faites attention s'il vous plaît, n'ayez pas peur de déplaire aux gens, n'ayez pas peur de dire non s'il vous plaît, je ne veux pas que vous me touchiez. L'imposition de main, c'est pas seulement la tête, c'est au dos, à l'épaule et tout ça. L'imposition de main, c'est en fait on te touche, mais avec une intention spirituelle, en prononçant des mots que tu ne comprends pas et tout ça. Même les sorciers le font, tout le monde le fait. Même les gangas peuvent le faire quand ils veulent vous soigner et tout ça. Donc faites un peu attention. Et quel que soit l'endroit où vous partez, que ce soit à la mosquée, à l'église, dans un temple, un banja ou je ne sais pas, faites attention. Faites attention. Réfléchissez beaucoup, priez, confiez-vous à Dieu avant de permettre que quelqu'un vous atteigne de cette façon spirituelle. Et n'ayez pas honte, même si vous êtes dans une foule, on est en train de poser les mains sur les gens autour de vous. N'ayez pas honte de dire non, 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 s'il vous plaît. Moi, vous ne me touchez pas, je ne veux pas. Tant que vous n'êtes pas sûr, faites attention. Apparemment, il y a de plus en plus de cas de personnes à qui on a imposé les mains, ils sont en train de souffrir. Donc, prenez soin de vous et que Dieu nous bénisse tous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Oui, bonsoir DMG, bonsoir la communauté. C'est un plaisir pour moi de raconter cette histoire ce soir, participer au progrès de cette initiative dont nous prenons plaisir à écouter les histoires tous les jours. Oui, et merci beaucoup DMG pour cette initiative. Oui, ce soir, je voudrais raconter l'histoire d'une grand-mère qui a possédé sa petite fille avec 3 de ses amis décédés. Donc voilà ce qui se passait. À ce moment-là, je travaillais dans une entreprise qui se situe à Yaoundé, parce que moi je suis au Cameroun, mais je vis actuellement à Douala. Au sein de notre entreprise, nous avons un monsieur que je vais nommer Monsieur Georges, qui était au sein de la société comme un doyen, un monsieur respectable que nous on prenait pour modèle et qui se comportait bien. Et nous ne pouvions pas imaginer qu'il vivait des situations aussi compliquées parce qu'il faisait l'effort de toujours nous montrer qu'il était quelqu'un de fier, quelqu'un de discipliné, quelqu'un de respectable. Et du moins, c'est ce qu'il est. Donc, à ce moment-là, nous avions constaté que M. Georges, des fois, arrivait en retard et des fois, il arrivait même qu'il s'absentait. Et il ne nous expliquait pas réellement pourquoi il s'absentait. De temps en temps, il nous disait qu'il avait des problèmes de famille, des problèmes avec sa fille qui avait des crises. Mais il n'allait pas plus loin que ça. Oui, un jour, dans le cadre de mon travail, puisque je travaille dans une société de services, et je réparais la machine d'un monsieur qui était de la Damawa au Cameroun et qui m'avait dit que vraiment, si tu as un problème spirituel, contacte-moi, je suis sérieux. Dans la manière qu'il m'expliquait, il ne voulait tout de même pas aller dans les détails parce qu'il semblerait que le problème était très personnel. Mais il a tout fait pour utiliser les mots qu'il fallait pour me convaincre de la pertinence de la situation. Néanmoins, j'avais compris. Et je me suis rappelé que M. Georges, de temps en temps, me disait qu'il avait un souci avec sa fille, qui ne se sentait pas bien. Et semblerait-il que c'était un problème spirituel. Oui, et comme c'était le week-end, le lundi, je suis allé rencontrer M. Georges, qui est évidemment arrivé en retard, autour de 9 h. Et je suis allé m'enquérir de la situation. Il m'a dit que cette fois-là, la situation de sa fille était terrible, qu'elle avait passé la nuit, ils avaient passé la nuit dans une église orthodoxe à Yaoundé. Et durant cette nuit-là, suite à tout ce qu'ils ont fait là-bas comme incantation, comme prière et tout, l'enfant avait vomi un escargot vivant dans une bassine d'eau, suivant ce qu'ils nous avaient expliqué. Et ils étaient contents, mais quand ils sont arrivés à la maison avec l'enfant,
le problème a recommencé depuis belle. L'enfant se roulait au sol. Une fille entre 14 ans et 15 ans qui se roulait au sol, qu'on essayait de tenir et que des fois même il arrivait même qu'on attachait la jeune fille pour la maintenir sur place. Donc il fallait que quelqu'un veille et il fallait que son épouse veille, que sa famille veille sur la jeune fille. Il nous avait expliqué, il était dépassé. Vous savez, quand un adulte, quand un aîné de sa position coule les larmes devant le jeune que j'étais à ce moment-là, moi j'avais été très touché. Je suis venu vers lui, je lui ai raconté l'histoire du monsieur dont j'avais rencontré durant le week-end pour réparer sa machine. Et je l'avais conseillé d'appeler le monsieur. Il m'a simplement dit, il a compris. Je lui avais donné le numéro, il dit, ok, j'ai compris. Le lendemain, le problème a recommencé. Je suis en train de téléphoner. Oui, le lendemain, le problème a recommencé. Et Monsieur Georges est revenu me voir et m'a expliqué que le problème était encore beaucoup plus grave. J'ai essayé de lui dire que fais l'effort, tu appelles ce monsieur, essaye de lui dire ce qui se passe. Il m'a dit, ok, vas-y, appelle le monsieur, tu lui parles. J'ai pris l'initiative de le rappeler et je lui ai expliqué qu'on était dans une situation où on avait besoin de son aide. Il a contacté la personne. Il a d'abord causé avec monsieur Georges pour s'assurer qu'il avait vraiment besoin. Il a compris le problème, il s'agissait vraiment d'un problème spirituel. Et il m'avait rappelé sur mon téléphone et m'a dit, donnez le numéro d'un certain monsieur qui était dans une chapelle de l'église catholique de l'arrondissement de Yaoundé 3e. Je ne vais pas être plus précis que ça parce que je n'ai pas eu la permission de ces messieurs de m'exprimer sur ce cas. Oui, ce monsieur dont il m'a donné le numéro a discuté avec monsieur Georges et ils ont pris rendez-vous entre 17 et 18 heures et il lui a indiqué où se trouvait sa maison. Monsieur Georges habitait dans à peu près un ravin derrière une colline et quand on venait chez lui, il était à peu près le seul à habiter dans le coin là et on venait d'une colline pour arriver chez lui. Donc étant chez lui, il voyait tout ce qui descendait de la colline. Autour de cette heure-là, il a vu 3 personnes venir du haut. Et après, il a entendu, on a tapé à sa porte. Quand il ouvre la porte, il voit juste 2 personnes, 2 dames. Et il demande à sa dame, mais où est le monsieur avec qui vous étiez? Le monsieur était plutôt par la porte de derrière. Il est allé, il a rencontré le monsieur, ils ont discuté. Le monsieur lui a parlé avec une certaine assurance qu'il allait guérir sa fille. Lui, il a pris ça comme une sorte de plaisanterie. Il a fait rappeler au monsieur qu'il a eu à dépenser beaucoup d'argent et que beaucoup de personnes étaient déjà venues lui faire ce genre de promesses qui n'avaient pas marché jusqu'à présent. Mais le monsieur lui a fait comprendre qu'il ne sera pas content du résultat de ce qu'il allait faire et qu'il allait soigner sa fille. C'est tout ce qu'il a à lui dire. Il a demandé à monsieur Georges. À la suite de ça, il est d'abord entré dans la maison, il a regardé la fille, il est ressorti. Il a dit à monsieur Georges que après le traitement qu'il allait donner à sa fille, le résultat ne sera pas bon. Et il est reparti et a laissé une liste à monsieur Georges de faire certains achats, de se battre dans la nuit et de trouver certaines choses. Il y avait l'encens, l'huile d'olive et autre chose. Et il est reparti. Il a dit qu'il devait revenir le lendemain entre 5h et 6h. Le lendemain, très tôt, c'est lui qui les a réveillés en tapant sur la porte de derrière. Pendant ce temps, les 2 dames étaient toujours, comme la veille, sur la porte de devant en train de faire des prières et c'était leur chapelet qu'elles arrêtaient à main. On a ouvert la porte de derrière, monsieur Georges est entré en courant et s'est dirigé vers la chambre de la fille et en criant, ils vont s'échapper, ils vont s'échapper. Et lui demande à ce monsieur, qui va s'échapper? Le monsieur ne répond pas, il court. Il verse l'huile bénite, il secoue l'encens qu'il avait allumé, il marche avec partout. Et il dit, elles se sont échappées, mais elles ne pourront plus revenir. Après ça, il s'est mis à oindre l'enfant avec les ingrédients qu'il avait demandé la veille. Il parlait, il faisait de ces choses. L'enfant s'est mis à faire des sels très noirs et qui avaient une odeur très nauséabonde. Ils ont porté l'enfant de la chambre, l'amené sur la cour. Ils ont versé l'eau, puisé de l'eau versée sur l'enfant, nettoyé l'enfant en pleine cour.
cette matinée-là. Et l'enfant s'est calmé. On n'avait plus besoin d'attacher l'enfant, on n'a plus besoin de tenir l'enfant. Il a dit que l'enfant va guérir. Et il a appelé toute la famille. Ça veut dire la dame de Monsieur Georges, la famille, les tantes, tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Et il leur a dit que l'enfant était possédé par la mère de Monsieur Georges, dont la grand-mère de l'enfant, avec 3 de ses amis qui étaient déjà décédés au village, et que c'est par l'enfant que ce groupe-là vivait. La mère de l'enfant, c'est-à-dire l'épouse de Monsieur Georges, était dans un état terrible. Elle s'est mise à crier, à vociférer, et c'était terrible pour lui. Donc, il est venu le lendemain, il me racontait l'histoire. Un monsieur respectable que j'ai vu pleurer devant moi. C'était touchant, c'était très émotionnel. Mais il était content. Il était content que l'état de la fille s'était amélioré, que l'état de l'enfant allait positivement. 2 jours après, il est venu me dire que sa mère était décédée. Vous savez, dans les entreprises, généralement, on soutient les frères, les collègues quand ils ont des cas de décès dans la famille. C'est du social, on accompagne le collègue dans la situation. Mais M. Georges nous a dit non, que personne ne va, personne ne bouge. Et il a refusé toutes sortes d'empathie qu'on pouvait avoir. Il est allé, il a voyagé, il est allé dans son village. Je ne vais pas être précis sur le village. C'est un village qui se situe entre le littoral et le Mbam. Beaucoup vont se retrouver. Il est allé, il a procédé à l'inhumation de sa mère avec ses frères, ses quelques frères qui est là. Et il nous a raconté qu'au village, c'était terrible, que toutes les vérités étaient sorties. Et même son épouse, même ses enfants n'y étaient pas. Il était allé seul. Il a fait l'inhumation, il est rentré. C'était dans le mois de décembre. Et ça a été une très belle fin d'année pour lui. Malgré qu'il a perdu sa maman, il était revenu, il était en joie par rapport à la libération de sa fille. Et nous étions tous contents parce qu'après il revenait, il nous racontait des histoires. Et sa fille, à la fin, a commencé à faire des prédictions du genre qu'elle transmettait certaines nouvelles à M. Georges, d'aller donner à X ou Y, que cette personne devrait faire ceci, cela pour que son problème soit résolu. Donc elle avait des visions, elle faisait des prédictions de certaines personnes. Et nous tous étions très contents. Oui, et la leçon qu'on pourrait tirer, c'est que nous vivons dans une société qui est souvent complexe. Des situations mystiques, on ne devrait pas se focaliser juste sur X ou Y, on devrait avoir une vue beaucoup plus élargie. Ce n'est pas qu'on doit soupçonner tout le monde, mais il y a des fois, c'est la personne qui est insoupçonnable qui peut être à la base des problèmes. Parce que si on avait dit à M. Georges que le problème venait de sa mère, il n'aurait pas cru. Il n'aurait pas cru. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci de publier DG et continuez à soutenir le mouvement. Partagez, likez et bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 3e histoire. Bonsoir, likez, partagez et bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je viens vous conter une histoire d'un couple qui a vécu des interdits, une histoire similaire. Donc le monsieur en question, on va l'appeler Ali. Ali décide de partir dans ses champs juste pour récupérer ses bananes et revenir, vu que c'était un jour où on ne devait pas travailler. Mais c'était plutôt un jour où on ne devait même pas aller au champ. Donc Ali se presse avec sa moto récupérer ses régimes des bananes. À son arrivée, il met une bonne partie au devant de la moto et un seul régime sur son dos, pas derrière. Et il roule jusqu'à ce qu'il arrive à un moment donné. Il voit un python énorme qui se met à traverser le sentier des champs. Donc Ali a froid et il a peur. Il tremble sur sa moto, mais il reste inepte. Il laisse le serpent, le python, traverser le sentier jusqu'à disparaître. Au moment où Ali s'apprête à encore rouler sa moto,
il voit un autre serpent venimeux qui descend du régime des bananes dans son dos. Et donc le serpent passe au niveau de son cou et descend et rentre dans la brousse. Là, Ali ne tient plus, il roule la moto à vive allure, il arrive au village, ses compères lui demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder, parce qu'il a raté la mort 2 fois. Là, on lui dit que ce sont les génies de la forêt qui sont venus l'interpeller pour une première fois, pour lui dire de ne plus jamais venir au champ. Donc, c'est là que se termine l'histoire de Monsieur Ali. Son épouse, à lui, décide de partir aussi à ses champs, récupérer les aubergines, tomates et piments avec sa copine, à qui on va donner le nom de Perla. Donc, elles arrivent là-bas, elles font leur baluchon, mais elles peuvent s'entendre des chants parce que ce n'est pas des chants éloignés. Donc, si la femme d'Ali crie, sa copine Perla peut entendre. Et elles avaient décidé de faire vite, quoi, puisque ce n'était pas un jour, il fallait venir. Donc, elles se disent que comme elles n'ont pas fait le chant, ce n'est pas un problème, c'est juste pour récupérer. Elles partent. Et Madame Ali, qui finit son baluchon, décide de braiser une banane puisqu'elle avait faim. Et c'était la seule banane qui était là. Elle voit une vieille femme apparaître presque à ses pieds. Elle n'a pas entendu marcher cette vieille femme. Elle n'a pas su comment cette vieille femme était vraiment vieille. Elle dit qu'elle faisait près de 150 ans. Et la vieille femme lui dit que je veux ta banane que tu es en train de braiser. C'est la seule banane qu'elle avait. Donc avec un cœur meurtri, elle remet la banane à la vieille. La vieille part. Arrivé un certain temps, elle se retourne, elle coupe la banane en deux, et puis elle décide de remettre à la femme d'Ali. La femme d'Ali mange sa banane. Après, quand elle finit tout ça, elle se presse parce qu'elle se demande comment une vieille femme de son âge peut quitter quel village, puisque dans les villages se connaissent, elle n'avait jamais vu cette vieille femme. Et une vieille femme de plus de 150 ans vient jusqu'à dans les champs sans être accompagnée, sans rien. Donc elle a trouvé ça pas normal. Elle marche, elle va retrouver, elle appelle, au fur et à mesure qu'elle marche, elle appelle sa copine Perla. Perla ne répond pas. Elle appelle sa copine Perla, Perla ne répond pas. Donc elle décide d'aller dans le champ de Perla. Elle trouve Perla à terre, en train de s'étouffer. Donc là, tout de suite, elle jette tout ce qu'elle est venue avec, et puis elle court vers le village, interpeller les autres villageois. On vient prendre Perla, qui était toujours en train de s'étouffer, pour quelle raison on ignore. Et là, tout de suite, on lui fait des médicaments tradis pour qu'elle puisse libérer ce qu'elle a. Donc, Perla lui dit que c'est la vieille qui est venue là, qui est en train de lui faire ça. Les gens ont décidé de regarder. Quand ils ont regardé, ils ont dit, il y a une vieille qui est venue dans les champs, mais c'est un esprit. Elle n'est pas venue simple. Alors que Perla, la vieille, elle est de nature très méchante en fait. Elle n'aime pas partager. Donc, l'esprit est venu chez chacune d'elles les tenter pendant qu'elles étaient en interdit. Et Perla, qui était en train de fumer s'apprêtait à fumer sa pipe avec sa tabac, a caché qu'elle a entendu des pas venus vers elle. Elle a caché sa tabac. Et son tabac. Pardonnez, son tabac. Les vieilles chutent les tabacs, là. Vous voyez de quoi je parle. Donc, elle décide de cacher le tabac pour ne pas que la personne qui vient lui demande, parce que c'était tout petit, tu vois. Et c'est là que elle voit une vieille femme comme elle venue lui demander son tabac qu'elle a caché. Et elle se demande, mais comment la vieille là sait que moi j'ai tabac sur moi pendant que j'ai caché? Elle a refusé de donner ça à la vieille, qui est un esprit. Et c'est comme ça qu'en voulant chuter, elle a commencé à s'étouffer. Quand elle a fini d'expliquer l'histoire, la vieille Perla est décédée par sa méchanceté. La morale des deux histoires. Déjà, il y a deux morales. La première morale, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, enfreindre les interdits des jours ou des situations. Quand on vous dit, quand il y a des funérailles, ne partez pas, ne partez pas. Quand il y a, comment on appelle ça, un jour auquel on ne va pas au champ, on ne va pas au champ. Ça n'a rien à voir avec cultiver. Maintenant, évitez d'être méchante pendant que vous pouvez partager. Même si tu donnais, ça n'est pas changé. Comment tu peux comprendre qu'une vieille femme qui est plus âgée que toi entre dans un champ seul et vient te demander quelque chose que tu as caché? C'est qu'elle sait que c'est là. Donc,
Évitez d'être méchant et d'enfreindre les interdits. Likez, partagez, commentez. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la quatrième histoire. Bonsoir, bonjour, likez, partagez, commentez. Il y avait 3 cousines qui vivaient en province et elles ont décidé de venir travailler en ville. Donc, en arrivant en ville, chacune a choisi son boulot. Mais celle qui va principalement nous intéresser, on va lui donner le nom d'Aurore. Donc, Aurore a décidé de travailler comme ménagère et elle est venue voir les placeurs de filles dans des maisons, mais de riches, de boss et tout ça. Heureusement pour Aurore, elle est tombée sur une gentille dame qui avait des grands enfants, donc qui n'habitait plus avec elle, qui était de l'autre côté, à l'Hexagone. Et c'est comme ça que Aurore était bonne ménagère, travailleuse. Franchement, sa patronne l'aimait énormément. Elles étaient 2 dans la maison, donc elles dînaient ensemble sur la même table. Et la dame lui portait beaucoup d'intérêt. Elle la prenait comme sa fille, elle lui offrait des cadeaux et tout ça. Donc, pour les 2 autres, quand elles étaient de libre, c'est-à-dire peut-être un congé et tout ça, elle venait voir Aurore dans la maison de sa patronne. Ou quand Aurore avait des jours de descente, c'était pareil, elle se visitait. Donc, chacune savait où se trouvait l'autre. Et c'est comme ça que Aurore, à son arrivée chez la dame lui a dit « Tu peux nettoyer de partout, sauf dans ma chambre ». Donc, Aurore se dit en elle-même que certainement la dame n'a pas de confiance en elle pour l'instant. Donc, peut-être avec les jours qui vont venir ou les années, elle aura confiance et puis elle pourra un jour nettoyer la chambre de la patronne. Et c'est comme ça que des années passèrent et sa patronne devenait de plus en plus généreuse vis-à-vis d'elle. Donc, très souvent, Aurore même parlait de la dame, de sa patronne à ses parents qui étaient au village, bien sûr. Et ses cousines et tout ça, la patronne lui offrait des sacs à main, de l'argent au-delà de son salaire. Donc, elle se disait que la dame était juste gentille, en fait. Et des années passent, elle reste chez la dame. Un jour, comme un bon jour, comme tous les jours, elle voit la dame qui laisse sa chambre entrouverte avec la clé là-dessus. Donc, elle s'est dit que peut-être que la dame a eu confiance maintenant, elle, après toutes ces années qu'elle avait faites sur la dame, sans prendre une aiguille. Donc, du coup, elle rentre dans la chambre, bien galvanisée, à nettoyer à fond, quoi. Donc, elle apprête les liquides et autres pour pouvoir nettoyer la maison de propre. Et il s'avère que pour nettoyer, il faut d'abord balayer. Donc, elle commence à balayer avec toute sa fougue, sa joie et tout ça. Et son balai percute quelque chose qui fait tomber un couvercle. Donc, elle accourt vers le couvercle en cherchant ce qui était fermé. Elle découvre un canari. Mais bizarrement, c'est de loin. Mais elle voit que le canari n'est pas sur un feu, mais le canari bouillonne en fait. Ça boue et il y a de la vapeur qui sort du canari. Donc là, elle commence à avoir peur, transpire, elle ne comprend pas. Malgré, elle s'approche pour fermer le canari. Parce que c'est elle qui a bien ouvert. Donc, en s'approchant, ses yeux tombent sur un spectacle incroyable. C'est-à-dire que c'est du sang frais qui est en train de bouillonner. Et au-dessus de ce sang-là, il y a un cœur qui semblait tout petit. Donc, elle se disait un cœur d'enfant. Elle a fui de toutes ses forces, elle a crié de la maison, elle tremblait, pleurait. Elle était traumatisée. Elle n'a jamais vu ce genre de scène qu'elle ne pensait pas trouver un jour. Et de surcroît chez une chanteuse d'âme avec qui il a fait plus de 3 ans de boulot. Elle s'est mise à appeler ses 2 autres cousines pour les informer. Ses cousines lui disent non, ce soir tu ne peux pas dormir. Elle conclut les 3 qu'il faudrait qu'elle attende l'arrivée de sa patronne parce que sa patronne a sa pièce d'identité. Il ne faut pas qu'elle mente que Aurore a volé ses bijoux, son argent partant à son insu. Donc, elle attend que sa patronne vienne en soirée. Et c'était ça le plus difficile. Il fallait rester dans la maison préparée avec un canari qui n'est pas sur le feu, qui bouillonne avec plein de sang et un cœur au-dessus. Et elle est restée. Étant devant la porte, à l'approche, elle a commencé à cuisiner. Elle était troublée. Elle a remis la saleté à sa place. Elle était contrainte de faire comme si elle n'était jamais entrée dans la chambre de la dame. Donc, la dame arrive en soirée et très vite, ce jour-là, elle est vite rentrée. Et elle sent que la petite est un peu bouleversée. Et elle lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Elle dit non, au village, il y a une urgence, donc je dois partir aujourd'hui. La dame dit non, mais on est à 2 jours de la fin du mois, je t'ai pas encore payé, tu peux pas partir au village comme ça, tu es obligé de rester. Donc elles étaient à table, mais la fille n'arrivait pas à manger. Et quand Aurore, elle avait peur, c'est vrai qu'elle a trouvé la chambre entrouverte, mais elle a refermé, hein. Elle a refermé comme si la dame avait oublié. Et vous savez que ces personnes-là, même quand ils touchent leur aiguille, ils le savent. Même s'ils te font croire qu'ils ne le savent pas, ils le savent très bien. Donc c'est comme ça que Aurore reste à table avec la dame sans vraiment avaler du pain. On entend des tapages devant la porte, le petit portail de la dame, avec des klaxons. Et la dame lui demande, Aurore, tu attends quelqu'un ce soir? Aurore fait mine de rien, ça va? Non, madame, j'attends personne, je ne sais pas. Elle dit, aïe, mais qui vient taper à ma porte à 7 heures? Que Aurore, moi, je n'attends personne, donc cette porte ne sera pas ouverte ce soir. Donc Aurore qui laisse un petit pipi sorti, mais sans faire exprès, parce que là, ça devient chaud. Donc ces deux cousines étant déterminées à entrer ce soir à récupérer Aurore, parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer ce soir si Aurore dort chez cette dame. Donc elles vont voir le gardien de la cité. Il y a un grand portail où il y a un gardien. Dans toutes les grandes cités, c'est comme ça ici. Donc elles font venir le gardien en lui promettant plein de choses. On va échanger les contacts, mais ma soeur a un problème. Il y a un décès au village, on ne peut pas lui dire qui est décédé et tout ça. Il faut qu'on rentre ce soir la récupérer. Donc le gardien qui vient, qui klaxonne avec fou, qui tapote en même temps. La dame était contrainte, obligée d'ouvrir. Elle envoie Aurore et la dame s'arrête en hauteur pour regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous frappez ma porte comme ça? Vous voulez la gâter? C'est vous qui avez construit cette maison. Les trois s'excusent auprès de la dame, disant qu'il y a une urgence au village qui sont venus chercher Aurore. Donc la dame, dos nu, laisse partir Aurore en disant mais je t'ai pas payé, j'ai pas d'argent sur moi, j'ai pas 5 francs. Les trois filles même presque en pleurent, disent madame c'est pas grave. Le salaire là, tu peux faire dépôt après Orange Money, Wave, c'est que tu veux en fait. Tu peux faire un dépôt. Donc mais il faut que ce soit là Aurore entre parce que le lendemain on prend le premier car pour le village. Bref. C'est comme ça que la dame les laisse partir avec un visage décomposé de colère. Les trois filles, le lendemain, effectivement, Aurore va seule au village, mais ses deux cousines l'accompagnent à la gare. Et arrivée au village, les parents étaient déjà au courant depuis le lendemain, ça a appelé de partout. Et les parents sont partis chez les Noirs regarder. On a dit que la femme a fait un sacrifice. Et ce sacrifice, elle était leur. Et c'est Aurore qui devait mourir si elle restait. C'est-à-dire en voyant ce qu'elle ne devait pas voir, elle venait d'effectuer son sacrifice à elle-même. Donc ils ont lavé Aurore. Malgré ça, elle est tombée malade de chez malade, d'une maladie inexpliquée où Aurore a failli mourir, malgré qu'elle a été lavée et tout ça. Donc des mois passent, Aurore revient en ville bien portante. Elle leur va retrouver le monsieur qui l'avait mis en contact avec la dame, c'est-à-dire les messieurs de placement de femmes dans les maisons UP. Elle va le retrouver pour lui dire, mais elle lui explique ce qu'elle a vécu. Et le monsieur lui a dit, quand tu es entré chez la dame, la première des choses qu'elle t'a dit, c'est quoi? De ne jamais rentrer dans ma chambre. Que vous arrivez chez les gens, on vous donne des interdits. Comme vous êtes tellement bête et inintelligente, vous essayez de rentrer. Que avant toi, il y a eu 2 autres que j'ai envoyées, mais elles sont décédées. Et donc la fille prit des fois, elle dit, mais pourquoi? Tu sais que la dame est comme ça. Elle dit, je n'ai jamais eu de problème la dame. Est-ce que tu as vu que je suis mort? Parce que quand on vous dit d'aller travailler quelque part, c'est qu'on vous donne comme recommandation, c'est ce que vous devez suivre. Mais si tu es parti chercher ton problème, moi je m'en fous, hein. Et le gars lui a parlé sec. Elle a pris ses clics et claques. Elle a compris que le monsieur savait et qu'il s'en foutait. Il continuait à lui donner des filles. Et comme ces filles-là, la dame était tellement gentille, elle s'oubliait et chacune mourait comme ça à son tour. Bref, la morale de cette histoire, frère, quand vous arrivez chez votre frère, chez votre parent, chez votre soeur, qui que ce soit, quand on vous donne un interdit, même 10 ans après, honorer cet interdit ou bien couper tout contact avec cette personne, c'est meilleur. Vous ne pouvez pas penser ou réfléchir à la place d'une personne qui vous dit n'entrez jamais dans ce lieu-là. Partout, il y a des interdits. Soit vous prenez vos clics et claques et vous partez, ou vous n'enfreindrez jamais ces interdits-là. Likez, partagez, commentez. Merci à la team.
Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire. C'est en fait une histoire que j'ai prise dans un documentaire. C'est un papa nigérien qui raconte la source de sa richesse. Et la partie qui m'intéresse, c'est celle qui est entre l'Angleterre et le Nigeria. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que le papa dit? Le papa dit que dans sa jeunesse, il avait beau-ça, il est arrivé en Europe, il a souffert. Finalement, il arrive en Angleterre, sa situation se stabilise, il est légalisé. Alors, en garçon intelligent, il se renseigne un peu quels sont les secteurs qui donnent les dos. On lui dit que le secteur du bâtiment. Il part alors vers les écoles de formation dont les formations en peintre, en bâtiment et les trucs comme ça. Les années passent, le gars travaille fort, il bosse dur. Et heureusement pour lui, il avait aussi un papa très battant au pays. Le papa, il était à l'aise, il ne demandait pas, il ne tendait pas la main. Mais tout le temps, il appelait, attends, il y a un bon business ici, il y a une bonne occasion, il y a un terrain là, si tu as tel endroit là, prends ça, même si c'est dans 10 ans, la valeur va augmenter, prends d'abord, il y a un autre terrain à tel endroit, donc ce genre de papa là. Et effectivement, quand il allait au pays, il voyait son papa, il disait, ok, voici les papiers de tel terrain, voilà les papiers de tel autre truc que tu as fait, voilà les papiers de tel autre truc qu'on a pris. Effectivement, il avait ces biens-là. Ce qui lui donne alors de la richesse, la source de sa richesse, c'est quoi? Un jour, son papa, avec certaines connaissances qui s'étaient faites au niveau de la mairie, du gouvernement et tout ça, on l'appelle pour dire que, gars, le projet du marché de depuis From là a été approuvé. Si vous pouvez aller acheter les terrains dans la zone là, et effectivement, il a couru. C'était une zone, heureusement, il y avait le terrain à vendre autour. Les gars, ils sont rapidement, parce que vous savez, c'est jamais de bouche à oreille d'abord, avant que le public ne sache, les gars sont allés acheter les terrains au maximum autour. Donc son papa avait même vendu tous ses autres terrains pour pouvoir miser sur ça. C'était risqué, bien sûr. Vous connaissez les gouvernements en Afrique. Après, tu vas entendre que l'argent du marché a disparu. On va faire ça dans 10 ans. Mais il a eu la chance, le marché s'est fait. Dans ces différents tours entre l'Angleterre et l'Afrique, un jour, il a la salle d'embarquement, il attend son avion pour direction Nigeria. Ce jour-là, apparemment, Cupidon avait rendez-vous avec lui. Et Cupidon, où le gars, le petit bébé avec ses ailes-là et ses flèches, lui, il était allé njoka quelque part, il avait saoulé. Au lieu même de l'attendre dans l'avion en l'air, le gars arriva à la salle d'embarquement, a tiré une flèche sur lui et a tiré une flèche sur une jeune Nigériane qui était aussi là, qui attendait comme les autres passagers. Coup de foudre, les yeux dans les yeux, comme on le dit au pays. Coup de foudre, les gars commencent la conversation, ils ne se séparent plus, ils causent. Arrivés même au Nigeria, pendant leur séjour au Nigeria, ils trouvaient quand même le temps de s'éclipser de leurs familles respectives, se rencontrer pour continuer les causeries. De retour en Angleterre, vraiment, leur relation, malgré le fait qu'ils étaient dans des villes différentes, leur relation s'affermit. Le gars sait que non, ça c'est son âme sœur. Il décide d'aller faire le toqué-porte. Il avertit ses parents qui sont super contents. La fille de même. Ils arrivent au Nigeria. Les deux familles se rencontrent et vraiment le courant passe. La liste est donnée. Et les familles décident que non, en fait, le mariage, la dot et le mariage religieux se feront au Nigeria. Et le mariage civil en Angleterre. Pas de problème. Le gars dit que c'est à son retour en Angleterre que le film indien a commencé. Il arrive, il a commencé. Le même soir, avant même qu'il n'ouvre sa valise, son ventre s'est mis à faire mal et puis ça s'est mis à couler. Et il vomissait aussi en même temps. Le gars appelle l'ambulance, direction hôpital. Il part. Bien sûr, un jeune Africain, tu es arrivé, est-ce que tu as pris un virus là-bas ou un truc, on lui fait une batterie d'examens, on ne trouve rien. Tout ce que les médecins peuvent faire, c'est juste le stabiliser, l'hydrater au maximum et tous ces trucs-là. Tout va bien, il rentre. Mais la famille, c'était le début du calvaire. Après 2 semaines, après 3 semaines, après 1 semaine, après chaque fois, telle chose sort. Oh, il a l'espasme musculaire. Oh, il a mal au niveau, il a les fourmillements au niveau des doigts des orteils et les doigts de la main. Oh, ceci, oh, et il va à l'hôpital. Ah, pour les médecins disent que non, attends d'abord, on lui fait tomographie, on fait tout. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais ce qui l'avait choqué, ce qui l'avait réveillé en fait, c'est le fait, un jour il avait des courses à faire et ce jour-là il pleuvait beaucoup. Et il dit que quand il pleut à Londres, parfois l'embouteillage c'est grave à certaines heures de pointe.
Il décide de prendre le métro. Il prend la direction du métro, il part, il s'assoit, il attend que le train qu'il devait prendre arrive. Le gars se réveille à l'hôpital, sa copine, dont sa fiancée est près de lui. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un accident, il y a eu un attentat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis à l'hôpital? La fille lui dit que non, tu es en train de sortir comme ça d'un coma de, je crois que c'était 3 jours, 4 jours. C'était pas beaucoup. Comment ça je sors du coma? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois dans le coma? La fille dit qu'en fait on l'a appelé. Les agents du métro disent quoi? Eux, à travers la caméra, ils surveillent la station de métro, n'est-ce pas? Ils voient un jeune homme noir qui est assis là-bas depuis plus de 1 heure quelque chose, presque 2 heures. Les trains de métro, dont les métros sont en train de passer, ils n'empruntent aucun, il se lève parfois, il marche un peu, il vient, il se rassoit, il se lève, il marche un peu, il se comportait un peu bizarrement. Donc les agents sont approchés de lui, monsieur, est-ce que vous avez un problème, qu'est-ce qui se passe? Il ne parlait pas, il était là comme ça, il tremblait parfois, il était un peu comme pris de soubresaut, vous voyez un peu, non? Un peu comme pris de soubresaut. Les gars appellent l'ambulance l'amène à l'hôpital, le gars tombe dans le coma. Et c'est comme ça qu'il se réveille. On lui a encore fait tous les examens, on ne trouve rien, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, la fille avait appelé sa famille, avait aussi appelé sa famille à elle, dont la famille de son chéri et sa famille à elle. On demande, les médecins disent, on peut pas te garder comme ça parce que franchement, quand on regarde même, on voit tout ce qui s'est passé tous ces derniers temps depuis que tu es rentré de chez toi, nous on ne sait plus quoi faire. On ne voit rien. Rentre à la maison un peu d'abord. Si quelque chose se passe, tu sais comment faire, tu appelles. Le gars est arrivé à la maison, maintenant la famille de la fille appelle. La maman de la fille demande, si vous êtes sortis? Oui, nous sommes sortis. Ok, asseyez-vous. On a à vous parler. Parce que la famille, dans le monde, il y a des tribus et tu ne les touches pas. Il y a des peuples, tu ne les touches pas. Surtout quand ils sont assis dans leur tradition. Il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas chercher les problèmes. Et cette famille-là, ils sont du Benin State, au Nigeria. Alors la maman dit qu'avec tout ce qui se passait, ça les avait inquiétés que comment l'enfant s'il vient demander la main de notre fille, à peine arrivé, les problèmes commencent. Où ça vient de, où il y a des têtes qui vont tomber de notre côté ou de leur côté. Allons vérifier. Ils vont alors vérifier. Qu'est-ce qu'on leur dit? Surprise. Le papa du gars, le frère du papa, dont l'oncle du gars, et un de ses cousins appartenait à un cercle occulte. Les gars, ce sont les gars qui étaient après la vie, bon pas après la vie, après la santé mentale du gars. Pourquoi? Le gars, quand il faisait son petit argent, tout allait bien. Quand il a fait le truc du projet du marché là, parce que ça marchait super bien et il y avait tellement de potentiel, il y avait tellement de potentiel dans l'endroit là, les gars avaient décidé que le fils là allait épouser la fille d'un des membres de leur groupe. Quand le gars est alors venu présenter la fille du Bénin là, la famille, dont le père du gars, son frère et le cousin, étaient allés tout souriants, ils étaient allés demander qu'on fasse quelque chose à la fille pour que le gars ne l'épouse plus. Mais quand ils sont partis, on a dit que pardon, ceux-là on ne peut pas toucher, laisse. Ou ses parents l'ont gardé là, nous on ne veut pas s'engager de ce côté-là. La seule solution qui avait été donnée au papa, au groupe maléfique, au trio maléfique, c'était où vous allez... parce qu'on ne peut pas tuer le gars. Parce que dans leur secte-là, le père fait la passation à l'un de ses enfants. Lui, il était le fils unique de son père. Son père ne pouvait pas le tuer, sinon il n'allait pas avoir de successeur. Le frère du père avait déjà donné, le cousin avait déjà initié son fils, donc le cousin du gars. Donc tout ce qu'on pouvait faire, étant donné qu'on ne pouvait pas le tuer, il fallait alors le rendre fou. Et même dans sa folie, la fille de l'autre initié allait épouser le gars et à travers elle, on contrôlait la fortune. Vous comprenez? Donc c'était en fait ça le plan. Le gars, lui, il n'acceptait pas et tout. Mais il a quand même accepté d'aller au Nigeria sans dire à sa famille d'aller le plus vite possible parce que le médecin man là avait dit qu'il ne peut pas le toucher à distance parce que il est capable de le faire. Mais s'il le fait, la famille va se rendre compte et ils vont le voler. Mais il y a des choses qu'il doit faire en live. Il ne peut pas... Donc viens d'abord ici. Il a eu confiance, il est arrivé au Benin State. Quand il arrive là-bas, il dit que mon Dieu, là où on l'avait amené, mais il a l'impression que ce doit être le grand-père de l'humanité qu'il avait rencontré. Le gars vivait dans une petite case. Quand ils sont entrés,
Le lit du gars, c'était en fait la terre battue, avec la paille dessus, avec une natte. Le gars avait seulement les couvertures en peau. Lui-même, il était habillé en peau. Il n'y avait rien, même pas la cuillère, rien de moderne dans sa maison et dans sa concession. Et il vivait en plus là-bas seul. Un vieux comme Mathusalem, peut-être c'est même Mathusalem qui était là-bas comme ça. Et il dit que le gars l'a soigné. Le gars pilait souvent des trucs, il avait un truc creusé dans le sol et dans lequel il mettait des brindilles, on met le feu et on pose un truc. Vous savez, la pierre écrasée au pays, là, quand plus tu écrases, plus ça se creuse là. Des marmites comme ça, dont la pierre creusée comme ça, on pose, on lui fait des trucs, des décoctions. Le gars dit qu'il a sorti des choses de son corps, de tous les trous, donc c'est sorti par tous les trous de son corps. Finalement, le traitement fini, on le ramène et on lui dit alors que maintenant tu peux partir vers ta famille. Ils ne peuvent rien. La personne qui te touche, tu es un boomerang. La personne qui te touche, ça va le prendre. Il arrive, il dit que malgré tout, vous savez, ben ton père c'est comme ton ami, ton frère. Malgré tout, il y avait 1% de chance là qui disait que non, ça peut être une erreur, ça peut être... Le gars dit qu'il arrive à la maison. Sa mère surprise, elle saute sur son fils. Oh, il fallait me dire que tu venais, j'allais te faire ton plat préféré. Oh, ceci, cela. Tout le monde était content, surpris. Mais pourquoi tu nous as fait la surprise? Pourquoi tu nous as pas dit? Il dit que non, je voulais juste vous faire la surprise. Je suis juste venu comme ça, mais je ne vais pas mettre long et tout ça. Mais il dit que à un moment, il entend le portail s'ouvrir. Le truc entre. Il se lève, il se place de telle sorte de voir directement la porte. Son père est entré quand ses yeux ont rencontré ceux de son père. La surprise et l'horreur qu'il y a lu ont confirmé tout ce qui s'était passé. Il a compris que l'être humain ne met jamais ta main au feu pour quelqu'un. Mais peut-être approche du feu, hein, mais ne mets pas complètement, mon frère. Ne mets pas complètement ta main au feu pour quelqu'un. Son père le regardait, l'a fixé. Et puis son père a tourné le dos, son père est parti. Il a entendu la voiture repartir. Et tout son séjour là-bas, les quelques jours qu'il avait décidé de faire là-bas, son père, le frère de son père et le cousin là, l'évitaient. Les gars l'ont évité comme franchement. Finalement, il a compris que bon, dans la vie, si, et justement, c'est comme ça que son histoire se termine, bien sûr, c'est long avec plein de trucs péripéties familiales parce que sa mère ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Vous étiez comme des frères, c'est à moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi et tout ça, mais il n'a jamais pu dire la vérité à sa mère. Bon, elle est décédée déjà, donc il n'a pas pu dire la vérité à sa mère pendant qu'elle était encore en vie. Il n'a pas pu, il ne savait pas quoi lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, le conseil qu'il donnait disait qu'en fait, être riche en Afrique, c'est très difficile parce que tu dois prier pour que personne ne tombe malade dans ta famille, personne ne meurt. On va t'accuser. Toi, même si tu as souffert des années pour faire ta richesse, on va directement t'accuser, toi. Et en plus, ça, tu es aussi en danger parce qu'on peut aussi t'attaquer mystiquement pour te tuer et prendre tes biens, jeter ta femme dehors, prendre tes biens. On peut même vouloir tuer ta femme et même tes enfants sont en danger. Et il disait que vraiment, l'argent pur, les richesses pures perdurent. Mais ceux qui ont une richesse sale, vous allez toujours voir qu'à leur mort, tout se démantèle. Tout se détruit autour d'eux. Tu vois un homme, on dit que mais c'était ça sa maison, c'était ça. Non. L'argent sale ne dure jamais. Dans la famille, ça vous donne des conseils. Passez une bonne nuit ou une bonne journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. Que Dieu nous bénisse tous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. DMG, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. J'espère que ça va bien. Que tout le monde se porte bien. Bonsoir à tous les narrateurs. Big up spécial à l'homme de l'ombre, tonton Alex, papa Google, mamie Wata. Et sans oublier notre conteur de Kribi. Celui qui a toujours de belles histoires là. Comment il s'appelle? En tout cas, le conteur de Kribi, il va se reconnaître. Donc, je viens encore de me rappeler d'une histoire d'MG que je vais intituler « Le propriétaire sorcier et le serpent magique ». Cette histoire-là, en fait, on l'a vécue petit, mais elle est passée en même temps, mais sous une autre forme, dans notre radio africaine, Africa numéro 1, contée par Patrick Gemandong.
C'est à peu près, les faits sont à peu près similaires, mais ça, je vous promets, c'était dans le quartier dans lequel j'ai grandi, à Port-Gentil. Et au début, mais c'était vraiment, au début, on entendait parler des trucs bizarres, mystiques et tout. Voilà, on était enfant, j'étais encore au primaire. Donc, en fait, un jour, on avait un voisin qui avait, un papa qui avait au moins plusieurs maisons en location. Et parmi les maisons, il avait, je crois, un bar. Chose étrange pour ce bar-là, on avait remarqué que les gens qui prenaient souvent le bar pour exercer le commerce de vente de boissons ne mettaient jamais longtemps. Les locataires ne duraient pas. On ne comprenait pas. Ils viennent aujourd'hui, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils décident de partir sous prétexte que à chaque fois, les recettes disparaissent. À chaque fois, pourtant, ils vendent bien. Le quartier, il était assez animé. Si je donne le nom du quartier, beaucoup de Port-Gentil vont se reconnaître. Mais bon, je préfère taire le nom parce que c'est une histoire, mais vraiment qui a fait couler beaucoup d'encre au niveau de Port-Gentil dans les années 90. Et donc, ce monsieur-là, comme je disais tantôt, il était propriétaire de plusieurs maisons et notamment un bar. À chaque fois, les gérants des bars ne duraient pas. Si un monsieur a pris une gérante, il va la renvoyer sous prétexte qu'il y a trop de manquants. Tout le temps, c'était comme ça. Jusqu'au jour où il est tombé sur un locataire, mais vraiment, comme on dit, 99 jours pour le propriétaire, 1 jour. 99 jours pour le voleur, excusez-moi, et 1 jour pour le propriétaire. Il est tombé sur un locataire, mais qui avait aussi pour lui. La première fois que le monsieur emménage, vraiment, il vend, il fait sa recette, il est content. Le lendemain, il commence à s'exclamer, il dit moi je suis venu, il parlait seul comme ça là dans le quartier, hein. Mais comme je disais, nous on était petits, on ne faisait pas attention. C'est quand il y a eu maintenant, en tout cas, j'avance d'abord dans l'histoire. Donc, il a commencé à parler en menaçant les gens, disant que moi je suis venu dans le quartier là pour faire mon commerce. Je ne dois à personne. Donc, les gens qui viennent prendre mon argent là, il faut déjà venir rendre. Sinon, quand je vais aussi faire sortir pour moi, en tout cas, une fois. Et le propriétaire, bizarrement, le propriétaire venait un jour, il demandait, mon fils, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, je ne comprends pas. Pourtant, hier, j'ai vendu, mais quand je regarde, la recette a disparu, je ne comprends pas. Ah bon? Oh, ça. Est-ce que tu as même prié, même avant de prendre le bar, là? Tu sais, quand tu prends un nouveau truc comme ça, là, surtout un local commercial, il faut prier parce que tu ne sais pas ce que tes prédécesseurs ont laissé dans le local en question comme entité. Le papa, hein, qui parle comme ça, là, au locataire. 1 jour, 2 jours, 3 jours. À un moment donné, le gars a dit, ça dort, je ne peux plus supporter ça. Tous les jours, je vends, je ne vois pas mon argent, je suis obligée encore d'aller emprunter pour ravitailler mon commerce. En tout cas, moi-même, je vais faire mes trucs. Et puis, la personne qui a l'habitude de venir me prendre mon argent ici, parce que je vis seule, donc il n'y a pas de raison que mon argent disparaisse. Si on m'avait cambriolé, j'allais voir au moins les traces d'infraction. Mais il n'y a aucune trace. Il parlait toujours comme ça. Il disait, je vous dis déjà, soit vous arrêtez, soit vous venez me remettre mon argent. Parce que si je vais aussi toucher pour moi, là, ça va barder. Le gars, il était d'une ethnie, en tout cas, du sud du Gabon. Je ne sais plus laquelle, mais vraiment, comme je vous dis, j'étais vraiment petite. Il était d'une ethnie du Gabon qui était réputée pour avoir une très grande connaissance dans ces histoires de fétichisme, de feuilles, de sorts, de retour à l'envoyeur et tout ça. Donc le gars, il est allé chez lui. Je crois qu'il allait rencontrer quelqu'un. Hein. Il n'a pas voyagé, il allait rencontrer quelqu'un qui s'y connaissait. Et la personne lui a donné un médicament à mettre dans le comptoir. Parce que la personne, en allant consulter, lui a fait comprendre que il y a quelqu'un dans ton entourage qui envoie quelque chose aspirer ta recette. C'est pourquoi tous les matins, ça disparaît. Tous les jours, ça disparaît. Pas les matins, tous les jours, ça disparaît. On ne sait pas à quel moment, mais... Et il n'y avait pas que la recette DMG. Il n'y avait pas que la recette qui disparaissait. Même l'argent qu'il pouvait avoir, en fait, dans sa maison, dans une petite cachette, ça disparaît. Donc, le monsieur lui a dit, écoute,
Mets ça dans le comptoir, c'est le comptoir, hein, le tiroir de caisse, et puis on va observer. Le monsieur n'a rien dit à personne, il a fait. Le lendemain, après avoir mis la chose là dans le tiroir de caisse, oh non, on voit seulement le vieux papa qui appartenait à les maisons là, qui sort, il commence à se gratter tout le corps. Oh yo, ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, les gens commencent à sortir. Papa, c'est comment? Je ne sais pas, le corps me gratte, le corps me pique, je ne sais pas ce que j'ai. Même le monsieur qui allait faire le truc est sorti. Ah, papa, c'est comment? Tout le monde était inquiet. Ah, le papa, il était bien aujourd'hui, on l'a vu, ces derniers jours, il n'avait pas l'air malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Le papa commence à se plaindre, se gratter au sol, oh yo, ça chauffe, pardon, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Le boss, il y a quoi? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Pendant que le papa est en train de parler, on voit seulement le serpent qui sort de sa maison avec l'argent à la bouche. Les gens crient, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, c'est moi, oh, mais arrêtez ça d'abord, pardon, mon fils, je te demande pardon, arrête, je vais dire. Papa, tu vas dire quoi? Oui, c'est moi qui ai l'habitude de voler les locataires. Tous les gens qui viennent vont prendre mon bar là, c'est moi qui prends l'argent, j'envoie mon serpent qui dérobe tout. Oh, le boss. Donc, tout ce qui disparaît, tout le monde était maintenant, même s'il n'a jamais envoyé le serpent chez toi. On a commencé à frapper le papa là. Mais bizarrement, le jeune homme s'est même interposé. Il a dit non, laissez-le, il est vieux. Quoi? Donc l'argent qui disparaît ici, là, c'est le papa là. Non, on va le frapper, on va en finir avec lui. Le jeune homme s'est interposé, il a dit non, laissez. Moi, j'ai juste fait ça pour que le truc arrête de venir voler chez moi. Maintenant qu'on sait que c'est lui, je pense qu'il ne va plus faire. Donc, il s'est occupé du papa. Mais nous, on revenait de l'école, hein, on a trouvé l'histoire. C'est les voisins qui nous ont fait un peu le compte rendu et tout. Mais je sais que le papa n'a pas tenu longtemps. Quelques jours après, il est décédé. Et bizarrement, quand il est mort, ces maisons sont restées là, abandonnées. Il n'y avait personne parce que c'était le genre de vieux, même ses enfants l'avaient fui d'MG. Les maisons étaient abandonnées. Des maisons commençaient à tomber. Et aujourd'hui même, le terrain a été racheté par une église. Ils ont construit, par des chrétiens, ils ont construit une église là, parce que ça devenait tellement bizarre. Donc voilà, c'est un peu mon histoire aujourd'hui, les souvenirs d'enfance que j'ai. Si j'en ai d'autres, je reviens vous raconter. Merci et à très bientôt. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.